Merci beaucoup, bienvenue toujours à votre émission Face de l'Occident, une émission qui vous aide notamment à pouvoir découvrir une autre facette de l'Occident. Autrefois, on nous a énormément menti, on nous a dit que l'Occident était un paradis sur terre. Tout le monde voulait absolument aller dans l'Occident. Et quelques années après, on a commencé à découvrir et c'est pas ce qu'on nous disait. Ce qui se cache derrière tout le building que vous voyez, tous les gratte-ciel que vous voyez en Europe, donc, en réalité, c'est que vous allez rencontrer notre émission Face de l'Occident. L'émission qui a été conçue par National International comme télévision pour vous permettre notamment de pouvoir avoir des critiques envers l'Europe et vous montrer qu'en réalité, il y a aussi une autre face cachée de l'Occident que nous. Mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, vous allez remercier particulièrement Frère Nitandou, qui est en France, combattant, qui est là pour notamment trouver le message et se battre pour la libération. Nous remercions énormément partout où vous êtes, tous nos téléspectateurs de l'émission Face de l'Occident, pour pouvoir nous remercions énormément aussi Force Tranquille, d'ici, un amoureux de l'émission Face de l'Occident. Et nous remercions tout le monde pour vos soutiens et vos remarques sont très importantes. Nous vous remercions énormément. Aujourd'hui, vous et moi, bien sûr, par rapport à notre émission, nous allons parler d'un fléau qui est en train de augmenter jour au jour. Nous allons bien sûr parler de l'islamisation où l'islam est en train de s'installer. On va voir que l'islam est en train de gagner énormément de place. L'islam est en train de gagner l'Europe à une vitesse que l'on ne peut pas imaginer. Je pense que il y a quelque temps, on nous disait que l'Europe est un continent purement chrétien, est un continent purement chrétien. Mais aujourd'hui, en regardant l'Europe et l'Occident, nous nous rendons compte en réalité que l'Europe est en train d'être islamisée. L'islam ou les musulmans sont vraiment en train de coloniser l'Europe en ce moment. On va prendre quelques parties d'autres capitales au niveau de l'Europe. Nous allons remarquer que avant, on voyait des quartiers, un petit quartier peut-être. On va peut-être prendre à la rive Brabant, au niveau de Bruxelles. C'était toute une avenue, peut-être réservée aux Arabes et à tout ce qu'ils faisaient, à leur commerce, à tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais aujourd'hui, on a remarqué qu'en réalité, cette réalité a gagné énormément de proportions. Il y a des quartiers où il n'y a plus de blancs de souche. On prendrait peut-être l'exemple de Schaerbeek, au niveau de la Belgique. Vous allez remarquer que le quartier Schaerbeek est peut-être, il y a les autochtones sont en train de disparaître. Quand je parle des autochtones, ce sont les Belges de souche, les Bruxellois, n'existaient plus à Bruxelles. Donc l'Europe, les Arabes sont en train de gagner une partie de l'Europe et que les gens ne se rendent pas compte. Moi, je prendrais l'exemple, avant de rentrer dans le vif du sujet. Quand je suis parti en Europe, j'étais dans le quartier de Schaerbeek. Et dans ce quartier de Schaerbeek, il y avait, vous pourrez peut-être compter, il y avait 10 ou 15% des Arabes. Donc les petits magasins de coin, les épiceries appartenaient bien sûr aux autochtones. Il n'y avait pas d'épicerie appartenait aux Arabes. Mais aujourd'hui, allez voir les Schaerbeek. Les Arabes sont appropriés
l'espace et ils ont même acheté les immeubles et ils ont récupéré les épiceries. Les épiceries n'étaient pas halal, mais aujourd'hui ces épiceries-là sont halal. Les abattoirs qui n'étaient pas halal, parce qu'en réalité les Occidentaux n'ont pas besoin de viande halal ou pas halal, ils s'en foutent complètement. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer que toutes les épiceries et tous les boucheries sont obligés de vendre des viandes halal. Parce qu'en réalité, parce que la majorité bien, de la population qui habite dans ces communes-là sont des Arabes. Et on va remarquer que, vu que l'islam est en train de coloniser l'Europe, et je parle de ce cas-là, je prends ce cas-là par rapport, à la Belgique, mais je peux dire la même chose par rapport à la France. Allez voir tous les quartiers, comment est-ce qu'ils sont habités aujourd'hui par les Arabes. Nous allons d'abord prendre une vidéo. Cette vidéo va nous parler, bien sûr, on va voir la rive Brabant et voir comment est-ce que tout est en train de se modifier. Comment est-ce que les Arabes sont installés, ont récupéré des quartiers et même des communes, ont récupéré les services sociaux. Tout est récupéré par les Arabes ou le monde islamique qui est en train, je le dis très bien, est en train de coloniser. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un tabou de pouvoir traiter ou de pouvoir mettre quelque chose ou bien influencer quelque chose par rapport à l'islam au niveau de l'Europe. Quand tu le fais, automatiquement, tu es attaqué. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous allons parler de ce sujet aujourd'hui. Nous allons prendre la rive Brabant et puis nous revenons juste après pour pouvoir continuer. Plus. Il faut quand même regarder les masses, les forces, se rendre compte que la pression est telle que nous avons à prendre des décisions concernant, je le dis brutalement, le nombre de musulmans qui sont en Europe. Bon, voilà. C'est-à-dire que une partie de la France est musulmane, ce sont nos concitoyens. La plupart ne sont pas djihadistes, fondamentalistes. Je partage tout à fait votre appréciation. Ils ont les droits des autres citoyens. Bon, éventuellement, la laïcité, on peut leur faire quelques remarques concernant la civilité, mais nous partageons la même société. Mais si cette part musulmane reste de dimension, j'allais dire raisonnable, alors qu'est-ce que ça veut dire raisonnable? Je ne sais pas. Simplement, elle ne peut pas croître indéfiniment. Elle ne peut pas croître indéfiniment. Si elle croît indéfiniment, comme c'est le cas aujourd'hui en Europe, nous allons au-devant de drames qu'aucune version de la laïcité ne permettra de maîtriser. L'extrait est intéressant, notamment pour la réaction. Nouveau Wessinet déboucheur cheveux. Le numéro 1 contre les cheveux.
Vous allez comprendre. On vous a mis cette image juste pour vous montrer que ces gens-là ont une organisation. Moi, je les appelle même des cafards. Ce qu'on appelle ici, chez nous, Bampese. Ils se multiplient à une vitesse extraordinaire. À une vitesse extraordinaire. J'ai vécu dans des quartiers où il y avait 5 ou 6 familles de Noirs, et familles de Blancs, d'Arabes, je veux dire. Mais direct, une année ou 2 ans après, dès qu'il y en a un qui s'installe, un autre qui va arriver, de leur mari, à une vitesse incroyable. Et pour finir, ils vont siéger. Moi, quand je suis arrivé en Belgique, j'étais dans le quartier, dans la commune de Machelen. Vous connaissez très bien la Belgique. Dans la commune de Machelen. Dans cette commune de Machelen, j'ai trouvé une seule famille. Le fils aîné du président Kassavoul. Et bien sûr, j'ai joué au foot avec son fils, et c'est parmi mes meilleurs amis. On me dit là, Kassavoul, Dadi, c'était un ami. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment un ami que je salue énormément et je salue toute la famille, malgré papa. Le papa n'est plus avec nous. Et je salue toute la famille. Il n'y avait que 2 familles de Noirs. Avant que moi j'arrive, c'était la seule famille, unique, la seule famille noire dans la commune de Machelen. Et tu étais obligé de parler néerlandais pour avoir cette compréhension avec eux. Et moi, je suis arrivé dans cette commune. Pour finir, on avait 2 familles de Noirs. Donc, quand on dit qu'on voit un Noir dans le bus 54, parce que le bus 54 qui allait jusqu'à l'époque, qui allait jusqu'à Machelen, si tu vois un Noir, ce Noir-là va directement dans la famille, soit de mon ami, on dit la Kassavoubou, ou soit cette personne vient chez moi, vient chez nous à la maison. Il n'y avait que 2 familles. Et dans l'équipe de foot dans laquelle on jouait, on était les 2 seuls Noirs. Les 2 seuls Noirs, il n'y avait pas d'Arabes. Donc il n'y avait pas d'enfants arabes dans la commune. Donc on jouait tous les 2 à Machelen. À l'époque, moi je jouais 10, 9, des fois 7, 11 quand je jouais encore jeune. Et mon ami jouait milieu de terrain, il jouait 8, et des fois peut-être 10. Donc on jouait à chaque fois, on était alignés dans le match. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après un bon bout de temps, après un temps, on a remarqué qu'il y a eu énormément de choses qui se sont faites. Bien sûr, on ne s'est pas approprié le quartier ou bien la commune de Machelen. Nous, on a eu tendance à respecter parce que non, en réalité, nos parents nous ont dit qu'on devait absolument s'intégrer chez les Arabes et chez les autochtones, je veux dire les Belges. Donc, on devait absolument suivre leur part, on devait s'intégrer. Nous, on doit s'intégrer. Je dis, après 3 ans, les Arabes sont arrivés à Machelen. Allez voir aujourd'hui. Même les épiceries, aujourd'hui à Machelen, c'est halal. Même les épiceries, c'est halal. Je suis en train de faire l'émission, je pense que beaucoup de gens vont comprendre pourquoi c'est juste le terme halal. Parce qu'ils mangent que la viande halal. Donc ça veut dire que c'est pas une viande étouffée, c'est une viande tuée qu'on égorge. Et il faut absolument, comme on le fait ici chez nous, la katara soso mutu, la katara ngombe mutu, toi t'as samakila. Donc ça veut dire que c'est une viande halal, donc les gens qui l'ont tué ont dû faire une prière avant de pouvoir tuer cette viande-là. Et c'est là qu'on parle d'une viande halal. Bien sûr, il n'y a presque pas de porc. Il n'y a presque pas de porc. Avant, on mélangeait la viande de porc et la viande de bœuf. Et même le poulet, on mélangeait tout. Il y avait tout était entassé là. Mais à cause, bien, par rapport à eux, ils se sont imposés parce que même le vendeur n'a pas le choix. Même les autochtones n'ont pas le choix. Les autochtones n'ont pas le choix. Donc, automatiquement, ils sont obligés de prendre la nourriture séparée
et mettre peut-être le porc ailleurs. Et ceux qui vont mettre une viande halal. Donc, ils se sont imposés. Et la majorité de la population, même dans toutes ces communes de Makelon, Scarbeck, Molenbeek et tout ça, en réalité, ce sont des communes, des communes belges qui ont une histoire. Qui ont une histoire. Mais aujourd'hui, en réalité, quand vous allez dans toutes ces communes, vous allez remarquer qu'en réalité, ces communes sont achetées par les Arabes. Qu'est-ce qui se passe? Et les mosquées, dans toutes ces communes, il y a des églises. Vous allez remarquer que les églises, dans toutes ces communes, ne fonctionnent presque plus parce qu'il n'y a personne qui vient. Qui va venir dans ces églises? Parce qu'il n'y a plus personne. Le christianisme est devenu quelque chose de... Ouais, si tu veux, tu le fais. Si tu ne veux pas, tu ne le fais pas. Et les gens qui vont remplir les églises, même ces églises catholiques aujourd'hui, c'est peut-être, dans d'autres communes, c'est peut-être encore des Noirs qui sont encore attachés au christianisme. Mais en réalité, les Arabes, pour eux, ça ne dit absolument rien du tout. Ils sont en train de construire des mosquées. Et quand ils vont se réunir dans leur mosquée à eux, dans la commune de Molenbeek, ou de Scarbeck, ou d'Anderlecht, et tout ça, comme vous voulez, dans toutes les communes. Je parle précisément là-dessus parce que c'est là où j'ai plus de connaissances, mais c'est là où j'ai remarqué. Mais j'ai remarqué que c'est un peu partout, c'est un peu pareil. Quand ils vont se réunir, ils vont trouver un moyen, comment faire venir leurs frères et sœurs au niveau de la Belgique. Comment faire? Ils sont même rentrés dans les services, genre chômage, CPS. On remarque en réalité, il y a plus d'Arabes qui travaillent dans tous ces pays. Mais en réalité, la Belgique, c'est le pays colonisateur de la RDC, les Congolais. Et pour vous montrer qu'en réalité, les gens qui sont en Belgique, je vais leur dire, je vais parler un peu par rapport à la diaspora. La diaspora congolaise, si on nous dit qu'on est en train, la diaspora est en train de donner des leçons de gouvernance, d'organisation aux dirigeants ici, et veut absolument que le peuple congolais soit organisé par rapport à ce qu'ils sont en train de dire ou d'imaginer. Moi, je leur poserai la question. Le quartier Matonge. Le quartier Matonge. J'ai déjà fait une émission dernièrement. On va trouver les images. On a fait une émission, on a montré que toutes les épiceries, pas magasin nyonso oyo batekaka biloko na biso na bakwanga na biso eteka marande pas pakistanais to pas arabe na niveau ya porte de Namur. Donc ceux qui nous vendent notre propre bouffe à nous, peuple congolais, le quartier qui a été donné au peuple africain, Matonge, porte de Namur, il n'y a pas de magasin de noirs. Tous ces magasins qui sont là, ce sont des magasins des Pakistanais ou des Arabes, qui nous vendent nos propres chikwang à nous, qui nous vendent nos propres pondos à nous, qu'eux, ils ne mangent pas. Comment est-ce que vous allez surveiller si ces gens-là nous font du mal ou pas? Mais comment est-ce que vous n'arrivez même pas à vous organiser sur place, mais vous demandez aux dirigeants ici de pouvoir s'organiser? Mais alors que, même pour envoyer de l'argent ici, il n'y a même pas d'agences qui sont organisées. Il n'y a même pas de moyens qui sont organisés. Pour acheter les billets, pour venir ici en République démocratique du Congo, à Porte de Namur, c'est un Libanais, Espace Voyage, c'est un Libanais qui l'a organisé. C'est non un Congolais. On va là-bas, on achète des billets, on prend des promotions. Ces gars-là, ils font de l'argent derrière notre dos. Donc, les gens en ont rien à foutre. À part tout ce qu'on a comme commerce là-bas, c'est faire des cafés, où on vient boire et manger le tabac. C'est ce que nous on fait là-bas. Il y a des salons de coiffure où on va se faire coiffer, parce que simplement qu'il y a des débats et tout ça. Mais l'économie, notre économie, il y a des intellectuels qui ont étudié là-bas, dans les universités.
belge. Mais comment est-ce que ça se fait que nous, on n'arrive même pas à s'organiser à arriver à ce point-là? Mais aujourd'hui, je vous parle d'un sujet très important. Comment est-ce que le monde islamique est en train de coloniser, l'islam est en train de coloniser l'Europe sans le savoir, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on n'aura pas peur, je veux dire, les Occidentaux n'ont pas peur de Noirs qui ne sont pas dans l'islam. On a peur de Noirs quand il est dans l'islam. On a peur de l'islam. Les Occidentaux ont peur de l'islam. Parce qu'à tout moment, regardez comment est-ce qu'ils ont envahi et le marché, et les sociétés. Ils sont en train de reprendre la société civile. Mais il n'y a que des Marocains la société civile. C'était les transports dans la ville province de Bruxelles. À Bruxelles, ce sont des Arabes qui sont en train de coloniser. Mais les Occidentaux sont en train d'être embrouillés. Les Belges sont embrouillés. Ils sont envoyés dans les villages. Mais aujourd'hui, dans tous ces villages, allez voir, les Arabes sont en train d'acheter des maisons abandonnées par les Belges. Les Belges n'ont plus de ressources. La population est en train de se réduire petit à petit. Bientôt, on aura même un Premier ministre. Et pour cela, je pense qu'on va juste mettre une image d'un parti. Le parti s'appelait Islam au niveau de la Belgique. Même au niveau de pays arabes, il n'y a pas de parti Islam. La vidéo, et puis nous revenons juste après pour pouvoir conclure notamment avec nous. Salam alaikum. À quelques jours du scrutin, et comme il le fait souvent, c'est en arabe qu'Abdelhaï Bakali Tahiri aborde les passants de ce quartier de Bruxelles. Je leur demande si ils ont droit au vote, parce que bon, il y a beaucoup de sans-papiers. Le plus important, c'est que le message arrive et soit compris. Si je parle en français, ils pourraient me dire je comprends pas. Son message, c'est celui du parti Islam. Monsieur Bakali Tahiri en est le président. Lui se présente dans la commune de Bruxelles-Ville. Ça c'est quoi? Si vous voulez le programme, il est là, s'il vous plaît. Tout nécessaire est réalisé. Inch'Allah. Je vais aller lire ça tranquillement à la maison. Je sais pas. C'est nouveau, je vois. Inch'Allah. Vrai. Vrai. La majorité des gens abordés par le candidat ne connaît pas le parti Islam. Aucune affiche du parti non plus sur les vitrines. Dans ce quartier, où réside une forte communauté musulmane, il dénonce l'hypocrisie des partis traditionnels. Mais regardez les noms. Vous voyez des noms tout à fait belges? Non, hein, pas du tout même. Et à quoi ça sert À quoi ça sert tout cela, vous pensez, dans des quartiers comme ça? Ce n'est pas pour attirer, ce n'est pas des attrape-voix, ce n'est pas des appâts. On peut vous reprocher la même chose. Pourquoi? Parce que vous avez un parti qui s'appelle Islam dans un quartier où visiblement il y a une majorité de population à confession musulmane. On pourrait vous reprocher la même chose. Vous pouvez me le reprocher. La différence entre eux et moi, c'est que moi je suis libre. Moi je n'ai pas d'état-major à part Dieu et ma conscience et la Constitution. Mais c'est compatible, Dieu et la Constitution? Tout à fait. À 80% c'est compatible. Une Belgique régie par le Coran. Voilà l'objectif affiché du parti. Un parti provocateur qui prône l'instauration d'une charia occidentale, ici même, au Royaume de Belgique. Nous voulons une charia occidentale. Évidemment, les hystériques, ils ont dit ça n'existe pas. Oui, mais justement, asseyons-nous et discutons de la charia qui peut être compatible. Une charia que le parti voudrait proposer sous la forme d'un référendum au peuple belge. Dans son programme, il propose aussi de séparer les hommes et les femmes dans les transports, de limiter le nombre d'établissements de débit de boissons alcoolisées, ou encore d'interdire les tatouages et les piercings. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un père qui digne de ce nom, qui est d'accord que son fils se remplit de piercings, de tatouages, pour que quand il rentre à la maison, il a un monstre qui rentre chez lui, il ne reconnaît même plus son fils. Une vision très particulière de la démocratie. En 2012, le parti avait atteint les 4% dans 2 communes bruxelloises. De quoi interroger, mais surtout inquiéter l'ensemble de la classe politique belge.
la première fois que le Front National se présente à la fin des années 70 en France, eh bien, il est à moins de 2%. Et pourtant, on voit que maintenant, c'est quasi normal qu'il se retrouve au deuxième tour. Ça ne choque plus personne. C'est la même chose avec le Parti Islam. Le Parti Islam fait le double de ce que faisait le Front National à l'époque. Là aussi, certains se croient plus malins, pensent qu'on peut écarter le phénomène, mais on voit quand même que ça prend une certaine mesure et avec le temps, ça pourrait prendre de l'ampleur. À Molenbeek aussi, le Parti Islam est présent. Mais qu'en pensent les habitants? Comment ça séparer les femmes et les hommes dans le métro? Et nous, on est en Belgique, on est à Bruxelles. Rien à voir avec juifs ou catholiques ou musulmans. On est là pour vivre ensemble, on est intégrés pour la Belgique. On est tous pour la Belgique. On travaille, on est intégrés. Pour celui-là qui va faire, il va aller au Maroc et créer un métro pour lui, pour sa femme, tout seul, tu vois. Même discours dans la mosquée du quartier. Dans la mosquée, je représente ici, on est un comité de 1700 personnes, de fidèles qui fréquentent la mosquée. Quand on parle des fois, parce qu'on dit un discours dans la mosquée, on dit qu'il n'y a pas de parti politique qui représente aujourd'hui l'islam. Nous sommes dans un état de droit où il y a séparation entre l'Église et l'État, qu'aujourd'hui, ces gens-là qui utilisent l'islam, ce sont des gens qui vont salir l'islam. Et tout le monde est conscient que ces gens-là ne représentent qu'eux-mêmes. Aucun passant croisé dans la rue à 3 jours du scrutin n'est d'accord avec les propositions du Parti Islam. Malgré ça, Abdelhaï Bakali Tahiri espère obtenir 6% des voix ce dimanche. Mesdames et messieurs, sur le constat que nous sommes en train de voir, donc ça ne se cache plus. On n'a plus besoin de se cacher par rapport à ça. Pendant que l'Europe est en train de pleurer, voilà, nous, ceci, cela et tout ça, où il n'y a plus de personne dans les églises, il y a des églises qui sont vendues, sont devenues des boîtes de nuit. Je pense qu'on a fait une émission pour montrer les églises. Sont devenues des boîtes de nuit. Il y a des églises qui sont fermées. Ça n'ouvre plus. Moi, je ne sais pas, j'ai passé plusieurs fois, à Molenbeek. Et ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas vu l'église de Molenbeek s'ouvrir. Hein. J'ai toujours l'impression que cette église est fermée. La seule église qui fonctionne, c'est la seule église, hein, catholique qui fonctionne encore, qui fonctionne très bien encore à Bruxelles. Hein, je dis en plein centre de Bruxelles, c'est l'église de, je pense que c'est d'XL. Parce qu'en réalité, il y a énormément d'Africains qui sont sur place et il y a même des prêtres africains, congolais même dans cette église. Donc c'est encore les Africains qui font fonctionner cette église. Et comme je veux dire, l'Afrique noire. Mais si vous allez à Molenbeek, vous allez remarquer qu'en réalité, toutes ces églises sont entourées des Arabes et des Arabes, des Arabes et des Arabes. Et l'Europe. Est-ce que les gens le savaient comme ça que c'est en réalité les peuples arabes où l'islam est en processus de colonisation? Parce que le monde, la vie chrétienne n'existe plus. On ne voit plus de Père Noël. Quand on voit que non, en réalité, c'est fait des tabaski ou fait des moutons, là, à ce moment-là, on voit énormément de monde. Ça a plus de succès. Quand les Arabes sont dans le Ramadan, on voit qu'ils sont dans le Ramadan. Quand on dit que le vendredi, ils vont prier du matin jusqu'à 12 h, les magasins sont fermés, et c'est comme si c'était un jour férié. Parce qu'il n'y a personne qui travaille. Parce que les entreprises, en réalité, sont dirigées par les Arabes. Les épiceries, tous les petits magasins de coin et tout ça, les petits restaurants et tout. Tout est fermé. Donc en réalité, on vous impose un férié. Bien sûr, on respecte le dimanche, on ne va pas aller travailler. Mais le dimanche, ils travaillent, ils s'ouvrent le dimanche. Ils ouvrent le dimanche. Donc, mesdames et messieurs, là, nous sommes en train de parler de comment est-ce que l'Europe est en train d'être colonisée par le monde islamique et personne ne s'en rend compte. Personne ne s'en rend compte. Et je pense que, à travers les images lesquelles nous allons travailler, nous allons voir si c'est possible encore de pouvoir remettre les émissions, vous montrer même les quartiers Matongé. Donc nous, étant donné que il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas une mode de vie,
Nous n'arrivons pas à défendre notre culture parce qu'on ne la connaît pas. Donc partout où on est, on ne sait pas qui on est. Et on n'arrivera jamais à s'imposer. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, malgré vos prières, malgré tout, nous vous demandons tout simplement de vous tout comme un enfant aujourd'hui. C'est là où vous allez vous organiser. À travers Wallon on va s'organiser. Et on peut dépasser même tous ces gens-là. On peut dépasser tous ces gens-là. Et si on a encore ce complexe aujourd'hui, que vos enfants doivent intégrer, est-ce que les enfants des Blancs, quand ils sont venus ici en Afrique, est-ce qu'on les a dit qu'ils devaient s'intégrer? Les enfants des Blancs, quand ils arrivent ici en Afrique, est-ce qu'on leur dit que vous allez vous intégrer? Ils doivent s'intégrer à notre réalité. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Ils ont une mission. Vous voulez vous intégrer là-bas chez eux. Mais est-ce qu'eux, ils vous ont intégré? Vous interdisez à vos enfants de pouvoir parler les Lingala. Mais eux aussi, quand ils arrivent ici, ils interdisent à leurs enfants de pouvoir parler le français, ou l'anglais, ou l'allemand. Je ne pense pas. Et une fois, pour conclure, j'étais avec ma petite sœur au niveau de Gramont, à qui je dis énormément je salue énormément. Et je lui souhaite bon anniversaire en passant. Ma petite sœur habite dans le village de Gramont. Un petit village. Et on va déposer les enfants à l'école. Il y a une mère arabe avec sa fille. Donc une fille de 5 ans, 6 ans je crois. Cette petite fille parle couramment arabe. L'enfant parle couramment arabe. La mère, en quittant la maison, elle parle avec sa fille en arabe. Ils parlent en arabe. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'école. Et après l'école, c'est bien sûr l'échange entre le professeur et l'enfant. Et l'enfant commence à parler en néerlandais. Mais chez nous, c'est pas pareil. Ma sœur était obligée de parler en français, arriver sur place, et essaye même de se forcer à parler en néerlandais avec l'enfant. Et je dis, mais non, pourquoi compliqué? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas lingala avec l'enfant? Mais quand tu la déposes à l'école, elle commence à parler. Donc, elle connaît rien de la culture, elle connaît rien de l'histoire, elle connaît absolument rien du tout. Mais eux, même si l'enfant est né en Belgique, doit connaître la langue, doit connaître l'histoire, doit connaître la religion, doit connaître la spiritualité, avant tout. Mesdames et messieurs, voilà, c'est une réalité. Nous vous remercions énormément. Je pense que dans les jours à venir, nous allons encore nous rencontrer pour pouvoir notamment parler d'autres sujets extraordinaires pour que nous puissions comprendre en réalité qu'est-ce qui se cache derrière les gratte-ciel que vous voyez en Europe, derrière les buildings. Mesdames et messieurs, nous vous remercions énormément tous les spectateurs qui sont partout ailleurs dans le monde. Continuez à nous suivre, à nous écrire. Nous vous remercions énormément. Et nous remercions énormément les techniciens, l'équipe technique bien sûr au niveau de Forum Télévision. Là on voit Tata Manchadi là, Tata Mabiala qui est derrière la caméra. Nous vous remercions énormément et nous nous voyons à très bientôt pour pouvoir notamment travailler sur l'émission Face de l'élection. Merci beaucoup et à très bientôt.